Et ce soir, nous allons encore ouvrir le téléphone pour vous permettre de participer à cette émission. La FIFA fait-elle bien de geler les fonds des clubs n'ayant pas justifié leurs dépenses? Plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99. Eh bien, dans un communiqué publié le 5 janvier 2023, la Fédération ivoirienne de football a révélé que seuls 33 des 80 clubs bénéficiaires ont pu produire des justificatifs de l'utilisation des 4 premières tranches des droits télé et des subventions. En conséquence, elle a pris la décision de geler les fonds des 47 mauvais élèves. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette décision de la FIFA, Roger Stéphane? Je suis partagé, comme d'habitude. Je dis, c'est bien. La mesure a l'air intéressante. Hein. Il y a un souci de transparence, etc., d'imposer un certain modèle de gestion aux différents clubs, c'est bien. On peut saluer l'initiative. Moi, j'ai interrogé beaucoup de présidents de clubs sur le sujet. Oui, beaucoup disent oui, c'est bien, mais, oui, c'est bien, mais, oui, c'est bien, mais. Maintenant, le mais, c'est peut-être la façon d'appliquer la mesure qui embête un peu tout le monde en ce moment. C'est on dit que la période est mal choisie. Nous sommes en période de fin d'année, début d'année, etc., etc. Certains ont dit qu'il aurait été bon de nous d'amener un avertissement. Derrière, la fédération répond que vous avez reçu 2 courriers pour vous prévenir, vous n'avez pas réagi. Donc je suis un peu partagé. Mais j'avoue que c'est bien de fonctionner comme ça. C'est bien de fonctionner comme ça, de mettre la pression aux présidents des clubs, de mettre la pression aux clubs dans leur façon de gérer leurs avoirs. C'est bien que la fédération continue. Mais maintenant, il y a peut-être une façon de régler ça, de telle sorte à éviter les bruits de couloir et les frustrations. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que c'est une mesure qu'on peut saluer. C'est bien, l'initiative n'est pas mal. D'accord. La FIFA fait-elle bien de geler les fonds des clubs n'ayant pas justifié leurs dépenses? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Appelez-nous maintenant pour partager avec nous ce que vous pensez, tout simplement, de ce fait-là. Alors, quel message le comité exécutif de la FIFA voudrait-il faire passer, sans Séverin? Aucun message pour moi. Aucun message. Parce que quand on parle de transparence, ça doit commencer par la tête. Pour moi, c'est assez clair dans ma tête. Pour faire ça au club, il faut être soi-même exempt des reproches. Samuel Eto'o le fait au Cameroun à la FECAFOOT parce que quand les contrats arrivent à la fédération, il les montre au club, il dévoile les chiffres. Idriss Diallo n'a jamais dévoilé un seul chiffre d'un contrat. Il dit que tous les sponsors ont mis une clause dans leur contrat, ils ne doivent rien révéler. Quand c'est comme ça, nous, on ne peut pas juger de la transparence. Et pour ce qui arrive au club, quand c'est arrivé, moi, des présidents de club m'ont dit, pourquoi est-ce que ce n'est pas passé en AG? Parce que c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. On l'a répété sur ce plateau ici pendant 2 ans. Donc, cette mesure-là, on doit en parler en AG et dire que s'il y a un club qui ne respecte pas telle chose, alors sa subvention sera bloquée. Mais quelques minutes après ce communiqué, il y a un groupe de présidents de clubs qui sont venus voir le président du Denguélé d'Odiéné, M. Kone Aboulaye, des présidents proches de Sori, des présidents proches d'Idriss Diallo, qui sont venus voir le président proche de Didier Drogba. Ils lui ont dit cette façon de faire là, non, la période, comme Roger l'a dit tout à l'heure, est mal choisie et cela. Et donc le président du Denguélé est allé voir le président de la Fédération ivoirienne de football. Il lui a exposé le problème des présidents des fédérations. Il a dit, bon, ok, pour cette fois, voilà comment on va fonctionner. Je vais donner la moitié et l'autre moitié quand ils auront fourni tous les documents. Mais moi, je trouve cette façon de faire gauche. Gauche. Parce que la gestion de la fédération n'est pas n'importe quelle gestion. Voilà. Monsieur Kofi Mathieu. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Oui, bonsoir. Vous nous appelez de Mbato? Oui, bien sûr. D'accord, bienvenue. Merci beaucoup. Je salue la grande team. Salut. Bonsoir. Allez, monsieur Kofi Mathieu, la FIFA fait-elle bien de geler les fonds des clubs n'ayant pas justifié leurs dépenses? Bon, moi, je crois que même si elle est allée un peu vite en besogne, mais une chose est sûre, c'est que les clubs qui ne respectent pas les cahiers des charges là, depuis avant même l'arrivée de monsieur le président qui est là actuellement, on en avait parlé on en avait parlé lors de certaines émissions pour dire que si on veut passer à un stade de championnat professionnel, il faut quand même qu'on prenne certaines décisions. On ne peut pas accepter, on ne peut pas vouloir être
dans un championnat professionnel et puis se comporter comme dans un championnat amateur. Donc la FIF, est-ce que la FIF fait bien derrière de jeu? Oui, moi je crois qu'il faut prendre des décisions, c'est difficile, mais il faut commencer à prendre des décisions pour que notre championnat soit véritablement professionnel. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Merci à vous aussi et puis bonne émission. Merci infiniment. Alors, Jean-Philippe Auria, pour plus de transparence, n'aurait-il pas été mieux de laisser une structure indépendante faire ce travail? Moi, je le dis parce que, vous savez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Vous avez un président de fédération qui est élu par des présidents de club en grande majorité. Quand on regarde le collège électoral, il représente pratiquement 80 à 90% du collège électoral de la fédération. Et c'est cette situation qui a permis, comme l'a si bien dit Séverin tout à l'heure, quand en conciliabule, les présidents du club se permettent d'aller voir le président de la fédération et que lui, en réfléchissant un tout petit peu aux élections, ait décidé d'assouplir un peu la position même de la gestion administrative de la fédération pour permettre à ce que la moitié de la subvention leur soit versée. Des présidents de club qui reçoivent 2 courriers et qui ne répondent pas à ces courriers. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils se disent qu'ils sont en territoire conquis. Comme ils le disent très bien, c'est notre maison, on en fait ce qu'on veut. Donc ils ne répondent pas au courrier. Quand il y a la sanction, ils coupent pour venir dire non, c'est mal choisi, il faut se revoir. Mais là, on rentre dans une gestion, excusez-moi le terme, assez boutiquière, si je peux me le permettre. Donc, il faut tout simplement, à mon sens, qu'il y ait, comme dans les grandes nations qui disaient, de professionnaliser la pratique du sport, une DNCG. En France, le cas, il est palpable. La DNCG, c'est l'émanation de la fédération, mais qui est complètement, je ne dis même pas autonome, indépendante de la fédération. Elle effectue des contrôles en synergie avec les autres administrations fiscales et autres, parce que on parle de gros sous, et vérifie les états financiers des clubs. Si ces états financiers-là ne permettent pas à ces clubs-là de garantir un exercice de l'activité, ces clubs sont relégués administrativement. Si on a ce genre de direction pour contrôler, pour s'assurer que les cahiers de charges, tout sont véritablement exécutés par les clubs, vous allez voir qu'il y aura une droiture. Parce que ceux qui sont là-bas ne vont pas dépendre d'une quelconque élection, ni du président de la fédération. Donc il faut aller vers ce genre de structure de contrôle. Tant que ça va rester entre les mains du directeur exécutif de la fédération, qui est sous le président de la fédération de football, qui est également un politique au sein de cette fédération, parce que élu par les présidents du club, ça va rester comme ce qu'on a vu là. On va parler d'un coup de pub, un coup de pub général pour faire croire qu'on contrôle les choses, on essaie d'être diligent dans la gestion financière de la fédération, mais ça ne donnera absolument rien. Coup de pub, coup médiatique, Yellow, derrière un avertissement clair. Est-ce que ce n'était pas mieux, parce que 2 courriers envoyés, la gestion derrière, on va voir le président en aparté, tout ça? Je pense que la fédération a suivi un processus du protocolat. On voyait les 2 courriers pour informer de ce que la fédération allait faire. Tout à l'heure, Séverin et Roger Stéphane évoquaient que certains clubs parlaient d'un timing pas parfait ou d'une méthode non appropriée. Je me demande bien comment les clubs qui ont réussi à faire parvenir leur solde ont fait pour pouvoir tenir dans le temps. Parce que pour moi, il n'y a pas forcément un timing pour pouvoir avoir une idée claire de sa trésorerie, etc. Donc pour moi, c'est carrément la mauvaise gestion. Pour aller dans le même sens que Yellow, moi j'ai le courrier de la FIFA là devant moi. Il dit que, laisse-moi lire, il dit que c'est sorti d'un séminaire des 24-25 août qu'une telle décision a été prise. À partir de maintenant, vous allez justifier les fonds qui vous sont alloués. Et au sortir de ce séminaire, les critères ont été établis. Fait de représentation, administration, fonctionnement, siège, équipement, joueurs, encadrement. C'est bien notifié. Après ça, il y a 2 courriers qui ont été envoyés au club. Je vois ici en date 19 octobre 2022 et un autre courrier en novembre 2022. Pour vous dire, messieurs, vous n'avez pas encore répondu à l'exigence de machin. Vous voyez, donc ça veut dire, c'est clair là. Il y a eu échange, il y a eu séminaire, courrier. Il y a eu résolution, il y a eu courrier pour interpeller. Information pour interpeller. C'est ça. Et derrière, les clubs ne sont pas alignés. Mais quand vous regardez certains clubs, qui n'ont pas pu répondre aux exigences là, par la fédération, mais vous êtes écœurés. J'ai vu une petite liste. Vous avez le Stella, la SOA, le Stade Abidjan, l'AS Denguélé, FC San Pedro, qui n'ont pas été capables de fournir un document justificatif des fonds reçus. Mais je trouve que c'est grave. Je dis,
Si dans l'ensemble, beaucoup disent que la fédération a été un peu trop ferme et que ce n'était pas le moment et que certains clubs ont un problème de formation, etc., etc., mais je trouve que c'est grave. C'est grave. Vous avez des équipes comme USC Bassam, LIS, qui ont fourni des documents. Mais ces mêmes documents ne peuvent pas être fournis par des grandes structures, comme le Stade d'Abidjan, comme le Stade Club de la Diamé, comme la SOA. Mais il faut qu'on arrête. Je veux dire, à un moment, quand même, il faut que tout le monde commence à faire des efforts. D'accord. Je veux dire, l'initiative prise par la fédération n'est pas tout à fait mauvaise. Elle est bien. Maintenant, il faut qu'on accompagne tout le monde à pouvoir s'inscrire dans une gestion, mais vraiment édifiante et qualitative des clubs qu'ils ont en main. C'est à ça qu'il faut arriver quand même. C'est entendu. Monsieur Fofana Média nous appelle de Boaké. Bonsoir, monsieur Fofana Média. Bonsoir, JB. Merci d'être avec nous. Oui. Bonsoir, la grande. Bonsoir, monsieur Fofana. Monsieur Fofana, oui. Quel est votre avis concernant notre deuxième question LJT de ce soir? Mon avis, c'est très important que vous avez donné ça au niveau de la tête. Ok. Oui. Parce que moi, je demande quelque chose. Parce que le club là, il ne peut pas parler devant le président. Le président même ne peut pas trop parler avec les sénateurs aussi. Quelqu'un qui t'a voté, et puis, est-ce que toi, tu peux lui imposer quelque chose? Allez. Ça, moi, je trouve que non, faut pas nous embrouiller ou autre bavardage. Ça, là, le président même, il sait de quoi il s'agit, quoi. D'accord, bon, Oui, j'avoue que... il sait ce qu'il est en train de faire. Ça, là, c'est pour aveugler les gens. Oula, bon. Oui, c'est votre avis. Hein. C'est pas la population qui vote. Si la population votait là, imagine un instant, et celui-là a gagné. Allez, bon, là, c'est vraiment un autre débat. Je souhaiterais vraiment que M. Fofana réagisse sur notre question, mais on a entendu quand même votre point de vue. Merci beaucoup, M. Fofana Média, qui nous a appelé de Boaké. Oui, sans Sévérin. JB, en fait, Roger Stéphane a cité une liste de clubs. C'est pas forcément qu'ils n'ont pas ces documents-là. Hein. C'est pas forcément ça. En fait, à la fédération, pour sanctionner un club, il faut que cela passe en AG. Il faut que ce soit une décision statutaire. Aller faire un séminaire et dire à quelqu'un, il faut que tu déposes ça, sinon tu seras sanctionné. Non. Ça ne peut pas emmener à une sanction à un club. Et ça, si vous répétez ça au président de la fédération, lui-même va vous dire oui. Donc, voilà pourquoi. Sinon, la Ligue professionnelle de football, qui est dirigée par Salif Bitogo, qui a le Stella, est le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football, le colonel Kone Mamadou de la SOA, là, le deuxième vice-président. Voilà, son club. Les hommes forts de la fédération n'ont pas pu produire ces documents. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des sanctions avec de tels pontes qui n'arrivent pas à justifier, enfin, qui ne sont pas encore arrivés à justifier. Mais pour l'instant, il n'y a pas de sanctions. Voilà, ce que je voulais dire. Il n'y a pas de sanctions. Et deuxième chose, à la fédération, moi, si je dois défendre Bec et Ong, le président de la fédération, il faut qu'il soit ferme. Quand je le dis, il faut qu'il suive les tests. L'IS devait être sanctionné à hauteur de 1 million. La fédération dit non, c'est bon, on fait 500 millions. Et là, 500 000 francs. Et là, les clubs sont en faute, on doit les sanctionner. On dit non, pour l'instant, voilà ce que je vais faire. Il faut sanctionner au lieu de faire planer une épée. Ce n'est pas ferme. Allez, vous savez, madame, messieurs, nous sommes déjà aux couleurs de la compétition qui arrive dans pas longtemps. C'est le Chan. On va en parler dans quelques instants. J'aurais aimé qu'on ait beaucoup plus de temps pour parler de ce sujet-là. Aucun club n'est sanctionné. Allez, Jean-Philippe, je vous accorde quelques secondes. Non, c'est pas la peine. Ça va, c'est ce que vous souhaitez. Non, je dis aucun club n'est sanctionné. C'est juste que il faut produire des éléments justificatifs pour avoir votre fonds. Bloquer la subvention, c'est une sanction. Il n'y a pas de sanction. Bloquer la subvention, c'est une sanction. Il faut tenir compte aussi d'un certain nombre de contextes et d'environnements par rapport à une négociation. C'est pour ça que nous disons que la fédération a pris une mesure, c'est bien, mais elle aurait pu l'appliquer autrement pour éviter toutes les frustrations en tenant compte du contexte de l'environnement. C'est bien noté. C'est ça qu'il s'agit. D'accord. Allez, la Côte d'Ivoire est tombée cet après-midi face à la Mauritanie. 3-0, dans le cadre, bien sûr, des préparations pour le Chan. On en parle dans cette émission-là. Je vous envoie un jingle, c'est direction Algérie, Chan 2022. Et on va commencer sans plus tarder avec la Gazette du Chan.
Majid Boujra, déjà focus sur le match d'ouverture. Le sélectionneur de l'équipe locale algérienne est concentré sur le match d'ouverture contre la Libye. C'est ce qu'il a laissé entendre dans des propos relayés par DZ Foot. C'est important de jouer dans ce stade. Ça nous a permis de nous mettre dans le bain. Il faut avoir cette mentalité de compétiteur. Maintenant, il faut se concentrer sur la Libye, a-t-il dit au sorti du match amical contre le Ghana, soldé par un nul vierge 0-0. La deuxième et dernière news concernant cette partie. Mali et Ouganda dos à dos. En préparation du CHAN, le Mali et l'Ouganda qui s'affrontaient hier dimanche n'ont pu se départager. Résultat final, 0 but partout. Les deux sélections prévoient encore des matchs amicaux avant le début du CHAN vendredi prochain. Les Aigles du Mali joueront la RD Congo, puis une équipe locale tunisienne. Nous continuons la présentation des 5 poules du CHAN 2022 entamées en fin de semaine dernière avec ce soir un zoom sur le groupe B. Cette vidéo préparée par la rédaction nous en dit plus. La République démocratique du Congo vise la passe de 3 au CHAN 2022 en Algérie après ses sacres en 2009 et 2016. Les léopards locaux sont les grands favoris du groupe B, basé à Annaba, qu'ils partagent avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Ouganda. Pour atteindre son objectif, le sélectionneur Otis Ngoma a bâti son groupe avec des joueurs issus des 4 clubs du pays, tous qualifiés cette saison pour les phases de poule des Coupes africaines. Il s'agit de l'AS Vita Club, du TP Mazembe, du DC Motema Pembe et de Saint-Éloi Lupopo. Lors de son dernier match de préparation, la RDC a dominé la Libye 3-1 avec notamment un doublé du buteur de Lupopo, Jean-Marc Makouzou. La dernière rencontre amicale est prévue pour ce mardi 10 janvier contre le Mali. À Annaba, les léopards auront fort à faire face à la Côte d'Ivoire, au Sénégal et à l'Ouganda. Les éléphants, avec un effectif à l'ossature ASEC Mimosa, restent sur 2 matchs amicaux très promoteurs contre la Libye 1-0 et le Cameroun 1-1. De son côté, le sélectionneur serbe de l'Ouganda, Milutin Sredojovic Micho, a fait appel à 11 joueurs de Vipers SC, club qualifié pour la Ligue des champions de la CAF. C'est dire que son groupe a une certaine expérience des joutes continentales. De même, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a misé sur le vécu international des joueurs issus des clubs comme Génération Foot, Pancup, FC, Casasport et l'ASC Jaraf. Demi-finaliste du tournoi de la COSAFA, les Lions locaux ont fait une préparation solide. Les matchs de la première journée le 14 janvier 2023 entre d'une part la RD Congo et l'Ouganda et d'autre part la Côte d'Ivoire et le Sénégal devraient donner le ton dans ce groupe très ouvert. Allez, madame, messieurs, beaucoup d'observateurs estiment que dans ce groupe, il y a la RD Congo et il y a les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec Non, moi je ne dirais pas ça. Ah si. Non, je ne le dirais pas. Parce qu'on ne va pas dire qu'il y a RD Congo et les autres et minimiser l'Ouganda. Parce que l'Ouganda, déjà, c'est une équipe qui, au niveau de sa sélection des A, comporte énormément de joueurs qui sont présents dans cette, je dirais, dans ce groupe. Il y a même le Sénégal aussi qu'il faut respecter. La RDC, c'est vrai, on a cité 4 gros clubs, mais ces dernières années, les clubs congolais ne brillent plus autant qu'ils brillaient à l'époque où le TP Mazembe dominait le football continental. Donc je pense que c'est vrai, ils ont un bon vécu, ils ont remporté 2 fois la compétition. Ces dernières années, est-ce que cette équipe-là est suffisamment compétitive pour pouvoir inquiéter les autres? Moi, je pense que, sans manquer de respect aux nôtres, en nous mettant à côté, la poule reste ouverte au moins pour la RDC et l'Ouganda. Vous êtes plutôt d'accord. C'est-à-dire que c'est l'histoire et les chiffres qui font dire aux gens qu'il y a la RDC et les autres. Quand on prend la compétition, la RDC, c'est 6 participations. Donc, c'est la seule équipe, l'une des rares équipes, à disputer toutes les éditions du CHAN depuis 2009. Deuxièmement, la RDC, c'est 2 succès. 2 coupes gagnées. Quelle année 2009 et 2016. 2 trophées gagnés. 2023. L'autre équipe qui fait mieux, c'est le Maroc depuis son retour. Ensuite, la RDC est connue pour la qualité de son football local. Vous avez de belles équipes là-bas. Vous avez le TP Mazembe. Vous sont 2 ou 3 qui sont régulièrement en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération. Donc oui, pour l'histoire et les faits, les chiffres,
oui, l'équipe qui domine et qui écrase la poule, c'est bien l'équipe de la République démocratique du Congo. L'Ouganda vient à chaque fois, mais l'Ouganda n'a jamais gagné. Je crois ils n'ont jamais passé les poules. Ils n'ont jamais passé les poules. Le Sénégal était absent depuis 2011. Ils ont fait un retour récemment. Donc oui, nous également, on ne brille pas trop depuis de nombreuses années. Donc oui, aujourd'hui, l'équipe, c'est la RDC. Maintenant, ça, c'est le fait. Maintenant, en l'état actuel, on est en 2022, il y a une nouvelle compétition qui vient, il y a une nouvelle réalité, on attend de voir. En 2023. En 2023, on attend de voir. Mais à la vérité, dans cette poule, il y a la RDC et les autres. D'accord, alors, je sens que vous êtes d'avis avec Roger Stéphane, mais le match, oui, non, je ne vous emmène pas sur le même chemin. Le match de la première journée, Côte d'Ivoire-Sénégal, c'est le samedi 14, ne s'avère-t-il pas déjà déterminant pour les deux équipes? Un match début de compétition, toujours déterminant. Il faut gagner, même si aujourd'hui l'Argentine nous a appris que ça ne veut rien dire perdre ou gagner son premier match. Elle a perdu contre l'Arabie Saoudite, elle a remporté les trophées. Mais là, il faut bien rentrer dans la compétition. Et puis, comme on vient de le dire, et je suis obligé de revenir sur la question passée, la RDC est l'ogre du groupe, avec 2 victoires. Et aujourd'hui, la seule équipe dans cette poule-là, qui place 4 représentants en compétition interclub en Afrique. Donc, il y a clairement la RDC et les autres. Donc, la Côte d'Ivoire doit chercher à prendre soit la 2e place ou alors faire en sorte de prendre la 1re place devant la RDC. Et ça, ce n'est pas donné. Mais allez, les éléphants. Allez, les éléphants. Et justement, la transition est toute trouvée. Éléphant Express, c'est maintenant. Les éléphants locaux poursuivent leur stage de préparation du CHAN 2022 qui se tient depuis le 31 décembre dernier à Tunis. Après un premier match amical remporté face à la Libye 1-0, les poulains du sélectionneur Haïdara Choualio sont restés très solides pour leur 2e sortie amicale contre le Cameroun 1-1 samedi dernier à Sousse. Menés à l'heure de jeu, ils ont pu revenir à la marque dans le temps additionnel grâce à un coup franc du latéral gauche Gbaï Moïse. Les éléphants ont disputé leur 3e match amical face à la Mauritanie ce lundi au stade Chedi Zouaïten de Tunis. La sélection ivoirienne quitte la capitale tunisienne ce mercredi en janvier pour l'Algérie où elle rejoindra son camp de base dans la ville d'Annaba. Alors, comment jugez-vous le bilan des matchs amicaux des éléphants locaux avant le début du CHAN? On a tout connu. 3 matchs amicaux, 1 victoire, une défaite. Et là, une défaite. On termine mal, hein? Oui, on termine mal parce que l'équipe de Mauritanie, et le score l'équipe de Mauritanie est composée à grande partie, à 99% de ceux qui composent la sélection A. C'est difficile pour nos joueurs parce que ceux qui sont en équipe A, ils disputent toutes les compétitions interclubs africaines. Encore une fois, nous le répétons parce que la Mauritanie, c'est 2 clubs phares, Nouadhibou et Kings. Donc, avec un très bon président de fédération, le président de Nouadhibou, c'est l'un des vice-présidents de la CAF. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une équipe qui a plus de talent, on va le dire, mais la Côte d'Ivoire n'a pas démérité. Okay. Ce qui m'a fait un peu mal, c'est qu'on soit réduit à 10 dans ce match. Ça. On a perdu Sankara, William qui a été expulsé. À partir de ce moment-là, c'était difficile. À 2-0, c'était difficile de revenir au score. Mais je dis, la préparation était quand même bonne. Le sélectionneur a fait jouer tout le monde. Il a vu tout le monde en situation. Et aujourd'hui, quand on voit le 11 qui se dessine, on peut espérer, je le répète, prendre la 2e place du groupe derrière la RDC. D'accord. Alors, est-ce que c'est alarmant déjà finir une préparation comme ça? Non, c'est vrai qu'on termine mal la préparation avec cette lourde défaite face à la Mauritanie. 3-0. On n'a pas rougi parce que la Mauritanie, c'est l'équipe A, ils n'ont pas beaucoup de professionnels. C'est la même équipe qui est sur les 2 fronts. Donc 3-0, c'est pas très bien. On a commencé en gagnant la Libye 1-0, on a fait 1-1 face au Cameroun et on termine 3-0. C'est pas très bien. Au départ, on avait eu un peu peur parce qu'on n'avait pas une bonne lisibilité par rapport à la préparation des éléphants. On ne savait même pas ils allaient jouer comme une équipe parce que les matchs étaient prévus, etc. Maintenant, on a fait une préparation interne à Abidjan, une préparation externe en Tunisie, ponctuée de 3 matchs amicaux. Ça, c'est déjà très bien. 3 matchs, ça permet de faire des réglages, de voir des automatismes, de travailler la cohésion, de voir les garçons en situation de jeu. Sur le match précédent, on a aligné 2 équipes. Ce match-là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont procédé véritablement. Il a fait un mélange dans les A et B sur les 2 parties. Donc oui, c'est bien, mais malheureusement, est-ce que cette défaite 3-0 va entacher un peu le moral de nos garçons? Nous ne le souhaitons pas. Est-ce que cette défaite 3-0 est un signe annonciateur de ce que attention, on pourrait ne pas avoir le niveau de certaines équipes dans cette compétition. Nous ne le souhaitons pas, mais bon, la préparation est terminée. Maintenant, il faut se concentrer sur la compétition. J'ai vu là que l'un de nos adversaires a étrié la Libye
3-1, pendant que nous, on a gagné la Libye 1-0. C'est vrai que le Sénégal aussi, le Sénégal a battu la RDC, l'autre Congo-Brazza 1-0 aussi. Donc vous avez une équipe ougandaise qui va venir avec nos statuts de A également. Okay. Vous avez une bonne équipe sénégalaise qui va venir également, qui fait une vraie révolution au niveau de son football local ces dernières années, qui est dans l'élan de la Coupe d'Afrique des Nations de football, et puis l'ogre RDC qui est toujours là, toujours aussi solide. Donc ça va pas être pour très très facile, mais bon, on va aller jouer. On a fait notre préparation, on va tirer les leçons. La compétition, c'est une réalité. Et voilà, vous n'allez manquer aucune rencontre si vous suivez la 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus à partir du 13 janvier 2023. Jean-Philippe Ouria, derrière, c'est avec vous qu'on va boucler sur ce sujet avant d'attaquer notre plus calé assez rapidement parce que le temps qui nous est imparti tire allègrement vers sa fin. Est-ce que vous avez des motifs de satisfaction après, bien sûr, ces 3 matchs-là? Oui, le premier motif, c'est dans la forme. C'est que la Côte d'Ivoire a réussi quand même à jouer des matchs amicaux. Dans la préparation, ça permet de se dire que l'entraîneur a eu tous les éléments maintenant possibles pour faire sortir son équipe type. Dans le fond, ces différents résultats permettent à l'entraîneur d'avoir l'esprit vif et éveillé. Il comprend que dans cette compétition-là, face aux adversaires qu'il aura en face de lui, la moindre erreur sera impardonnable. Donc, il n'y aura pas de passe droit. J'espère simplement qu'il va mettre les meilleurs sur le terrain. Il va pouvoir réfléchir également à la meilleure tactique. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas comment est-ce qu'il va jouer. On sait qu'Aïdara Chalot est l'un des rares techniciens à pouvoir changer son système tactique en fonction des adversaires. Et c'est quelqu'un de très résilient. Donc je pense qu'il va tirer les leçons de tout ce qui s'est passé pour nous produire une très bonne équipe. Mon inquiétude, c'est qu'on ne marque pas beaucoup. Cette équipe ne marque pas beaucoup, mon cher Jean-Baptiste. C'est mon inquiétude. Sankara, le jeune attaquant, il est sorti sur ce match, mais on ne marque pas beaucoup. Un but contre le Cameroun, un but contre la Libye, et 0 but là, contre la Mauritanie. On ne marque pas beaucoup. Ça va. On va passer au plus calé. Vous savez, c'est le tout premier numéro de la semaine. Demain, forcément, on reviendra avec Elephant Express pour vraiment parler de tout ça avec beaucoup plus de détails. On va passer à notre plus calé. Le thème de ce soir, les stades de football. Et la première question que je vous envoie à la suivante. Quel stade accueillera la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA en juin 2023? A. Helsinki, c'est en Finlande. B. Puskás Arena, Budapest. C. Atatürk, Istanbul. Istanbul ou Finlande? Roger? J'ai du C pour tout le monde. Atatürk, Istanbul. La finale de la Ligue des Champions se jouera le 10 juin 2023 au stade olympique Atatürk à Istanbul. C'est en Turquie. La deuxième question. Dans quel stade s'est jouée la finale de la Coupe du Monde en 1990? A. Olympique à Rome. B. San Siro, Milan. Et C. Del Alpi, Turin. Yellow a manqué le point. La bonne réponse, c'est A. Olympique Rome. La finale de la Coupe du Monde 1990 a été remportée par l'Allemagne face à l'Argentine le 8 juillet 1990 au stade olympique de Rome. Stade de l'AS Roma. But de Brême sur coup franc. D'accord, merci beaucoup. Penalty. But de Brême sur penalty. Allez, la troisième question. Dans quelle ville de Côte d'Ivoire se trouve le stade Loseni Soumaoro? A. Mankono. B. Séguéla. Et C. Touba. Ouais. Dans quelle ville de Côte d'Ivoire se trouve le stade Loseni Soumaoro? Ça, je l'ai dit. J'ai du B pour tout le monde. C'est la bonne réponse. Séguéla. Il a hésité un peu. Le stade Loseni Soumaoro de Séguéla a accueilli la finale de la Coupe nationale en 1978 remportée par l'Africa Sport face au Sporting Club de Gagnoa. Un grand club, l'Africa. La quatrième question. Dans quel stade s'est jouée la finale de la Coupe du Monde 2022? A. Louzey. B. Al Bayt. C. Khalifa International. Mais si... J'ai du... Ah, Roger, vous êtes en train de faire du dorgelès comme ça. Oui, allez, pas de ça ici. La bonne réponse, c'est A. Louzey, l'Argentine a remporté la finale du Mondial 2022 au stade Louzey au Qatar. Allez, 5. Dans combien de stades se dérouleront les matchs du CHAN 2022? A. 4. B. 5. C. 6. Ça, c'est vraiment maîtrise. Ardoise? 5. Non. Non. La bonne réponse, En fait, j'ai mis le Roger, chiffre.
C'est mis 1. 5. Oui, 4. Le CHAN 2022 se déroulera dans 4 stades algériens. Stade Nelson Mandela à Alger, stade Miloud Adefi à Oran, stade du 19 mai à Annaba et stade Mohamed Amlaoui. Voilà, de Constantine. C'est à Constantine, madame, messieurs. Donc, Mohamed Amlaoui. Voilà. Ça, c'est maintenant à tricher, mais les gars. Qui a le point? Qui part avec... C'est un faux point. C'est une mauvaise victoire. Yellow, merci. Jean-Philippe, Roger Stéphane. Allez, Revue de sport, ce premier numéro de la semaine s'achève ici. On se donne rendez-vous dès demain, 20h30, pour un nouveau numéro de votre émission, La Grande Team. Vous le savez, c'est 100% sport. Et c'est toujours sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.